Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Nous allons commencer dans quelques instants. Alors, je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous m'entendez? Si quelqu'un peut me le dire dans le chat. Ok, super, merci beaucoup. On va commencer dans quelques secondes. Jérémy, est-ce que tu es là? Oui, bonjour à tous. Super. Allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous salue une nouvelle fois. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce webinaire cybersécurité animé par i7 et donc Agiris. On est très nombreux aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir de vous compter parmi nous. Nous avons une session d'1 heure environ, 50 minutes de présentation et 10 minutes pour répondre à vos questions. Bien sûr, à l'issue de ce webinaire, nous tiendrons à votre disposition. Donc, pas de questions pendant le webinaire, on les traitera vraiment à la fin. La présentation vous sera envoyée en replay par email par la suite si vous avez besoin de la consulter ou de la diffuser auprès de vos collègues. Alors, je me présente, donc je suis Guillaume Vincent, je suis responsable marketing chez Agiris et donc je suis accompagné aujourd'hui de Jérémy. Jérémy, je te laisse te présenter. Oui, merci Vincent. Bonjour à tous. Effectivement, je me présente Jérémy Jaffry et donc je m'occupe de toute la partie produits pour fournisseurs de services managés pour EZ France et j'accompagne aujourd'hui Guillaume sur le webinaire de ce jour. Alors, en quelques mots, hein, Agiris, donc éditeur de logiciels, 38 ans d'expérience, 2700 cabinets comptables équipés de nos solutions et 80 000 chefs d'entreprise. Agiris, c'est également 10 millions d'euros investis chaque année pour moderniser et réinventer notre outil nos logiciels, tout simplement. On a une des solutions logicielles les plus modernes sur le marché. Et au quotidien, chaque jour, c'est 175 collaborateurs qui accompagnent les chefs d'entreprise, les experts comptables dans leur métier. Donc, merci Guillaume. Du coup, sur la partie EZ, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, il faut savoir qu'EZ aujourd'hui est le premier éditeur européen. Euh, Effectivement, le siège monde de EZ aujourd'hui est à Bratislava, en Slovaquie. Premier éditeur européen, quatrième éditeur mondial. Aujourd'hui, on a 1 milliard d'internautes protégés dans le monde. Donc, on voit que 1 milliard, c'est un nombre, un chiffre extrêmement important. Ça vient du fait de comme vous pouvez le voir en dessous, les deux logos que vous devez connaître, ça vient du fait de notre partenariat avec Google. Effectivement, depuis maintenant 2 ans, et on n'est pas peu fiers de communiquer dessus, on a été choisi par un géant américain, en l'occurrence Google, pour protéger à la fois le store applicatif, le Google Play, et le navigateur que vous utilisez peut-être, le navigateur Google Chrome, qui est protégé avec la technologie EZ. Donc c'est très valorisant parce qu'on bien évidemment ça nous permet de communiquer également au niveau financier. Bien évidemment, on vend la technologie à Google, la technologie de protection. Et également, c'est ce qui nous permet d'avoir beaucoup d'informations sur l'apparition des nouvelles menaces. Effectivement, avec 1 milliard d'internautes qui utilisent aujourd'hui la technologie EZ dans le monde, c'est ce qui nous permet d'être le plus réactif possible par rapport à l'apparition des nouvelles menaces. Également, nous sommes membres du dispositif cybermalveillance.gouv et nous collaborons avec des organismes tels que Europol dans la lutte contre la cybercriminalité, c'est-à-dire que nos technologies et nos experts IT, nos experts en termes de cybermenaces collaborent avec les membres d'Europol pour lutter contre la cybercriminalité.
Guillaume, je te laisse passer à la slide suivante, s'il te plaît. On parlait tout à l'heure d'1 milliard d'internautes protégés dans le monde, donc c'est avec bien évidemment tous les utilisateurs Google dans le monde. Et sinon, si on parle uniquement de machines protégées directement par la technologie EZ, on va être à 200 millions d'utilisateurs protégés aujourd'hui dans le monde, c'est-à-dire 200 millions de machines, que ce soit PC, serveur, smartphone, protégées directement par la technologie EZ, par un produit EZ. Au niveau national, on a des références telles que la gendarmerie nationale, par exemple. Vous pouvez très facilement trouver sur YouTube des interviews de DSI de la gendarmerie qui expliquent pourquoi ils ont fait le choix du produit EZ pour se protéger. Donc aujourd'hui, toutes les machines, tous les PC de la gendarmerie nationale sont protégés directement par un antivirus EZ. On équipe également certains cabinets ministériels sur lesquels on n'a pas le droit de communiquer, bien évidemment. Et on va avoir certaines références, comme vous le voyez en bas à droite. Le but, c'est plutôt de dire que aujourd'hui, le produit Z va très bien s'intégrer dans on va dire, différents corps de métier, différentes industries. Pourquoi? Parce qu'on est réputé pour être un produit qui s'intègre très facilement dans tous les systèmes et également très léger. Pour finir sur la présentation de EZ, rapidement, aujourd'hui, EZ a été créé en 87 et les créateurs de la société sont toujours les mêmes qui sont aujourd'hui à la tête de EZ. Il faut savoir que volontairement, EZ n'est pas coté en bourse, que c'est 100% en fonds propres, tout simplement pour la volonté des dirigeants aujourd'hui, c'est d'être totalement autonome et maître des technologies, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun investisseur annexe qui va pouvoir venir mettre la pression sur une date de sortie de telle ou telle technologie. Nous sommes totalement indépendants et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être aussi très performants sur nos technologies. Donc, on va passer au programme. Donc le but aujourd'hui, c'est dans un premier temps de faire un état des lieux. Pourquoi aujourd'hui les salariés jouent un rôle crucial dans la cybersécurité de leur entreprise. On va voir qu'effectivement, on va parler d'hygiène informatique. Il est important que vos salariés puissent avoir une culture IT pour éviter également certaines menaces. Ensuite, nous verrons les bonnes pratiques de cybersécurité à connaître et à démocratiser, à communiquer au sein de votre structure. Et bien évidemment, comment aujourd'hui Agiris et EZ, dans le cadre de l'offre Agiris, peuvent vous accompagner dans votre cybersécurité. Alors, l'état des lieux. Pourquoi aujourd'hui les salariés jouent un rôle crucial dans la cybersécurité de leur entreprise? On va commencer avec des chiffres qui sont quand même alertants. On voit qu'aujourd'hui, 80% des entreprises sont victimes à un moment ou à un autre d'une cyberattaque, données qui proviennent de l'ANSSI, et 43% des attaques viseraient les petites entreprises. Alors, on va reprendre une phrase un discours qui sensibilise sur le fait que les grandes entreprises aujourd'hui peuvent sembler dans la culture générale comme étant des proies plus lucratives. On peut avoir comme discours, oui, mais moi, ma structure aujourd'hui, on est 5 salariés, on n'intéresse pas des cybercriminels. Eh bien, détrompez-vous. Aujourd'hui, les PME, les TPE sont des cibles beaucoup plus attrayantes. Pourquoi? D'une part, parce que euh, logiquement, elles vont avoir un peu moins de ressources pour se défendre, un peu moins de moyens que des multinationales pour se défendre contre des telles attaques. Euh, et bien évidemment, donc, elles vont avoir des systèmes de sécurité un peu moins performants que des multinationales. Et surtout, dans le cadre, et on va voir dans le cadre de certaines attaques comme les demandes de rançon, elles vont certainement être plutôt plus sensibles à une demande de rançon. Elles auront peut-être pas d'autres systèmes permettant de redémarrer l'activité par rapport à des multinationales aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui va représenter aujourd'hui, en fait, tout simplement la cible privilégiée des hackers. Des hackers, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une PME ou une TPE sera très certainement plus facile pour eux à pénétrer qu'une multinationale qui va avoir de multiples, on va dire, couches de protection avant d'arriver à pénétrer le réseau. Donc, il y a différentes typologies de cyberattaques. Je vais pas toutes les détailler, mais le but, ça va être de vous en expliquer certaines d'entre elles.
On va avoir le malware. Le malware, hein, c'est un software logiciel en anglais, mais qui a une intention malveillante, hein, d'où son nom, malware. C'est tout simplement un logiciel qui va être qui va pénétrer votre réseau et qui va peut-être être en mode zombie, qui va pas être actif en fait, tout simplement pour passer à travers les mailles du filet. Et à un moment donné, le hacker va demander à ce malware de s'enclencher et d'avoir une activité malveillante qui peut être tout simplement le scan de données ou tout simplement potentiellement devenir un ransomware comme on le voit juste à côté. Et le ransomware, comme son nom l'indique, va être un logiciel malveillant qui va demander une rançon. Donc c'est le fléau actuel. Je pense que vous savez tous aujourd'hui ce que c'est qu'un ransomware. Tout simplement, on va venir prendre en otage vos données. On va venir vous prendre en otage votre société, en rendant les données inaccessibles. De quelle manière? Tout simplement en les chiffrant, ce qu'on va appeler plus communément le cryptage. On va venir crypter vos données. Le hacker va venir crypter vos données, les rendre illisibles, et bien évidemment, vous allez recevoir, c'est très bien fait, hein, pour avoir vu différents types d'attaques de ce genre. C'est très bien fait. Il vous envoie une belle fenêtre, un beau pop-up qui va vous dire voilà, vos données sont inaccessibles et on vous demande par exemple 1500 € pour débloquer vos données. Donc bien évidemment, le conseil, c'est de ne surtout pas payer. En général, ce sont des demandes de rançon qui sont faites en Bitcoin, la monnaie virtuelle, parce qu'elle est bien évidemment intraçable. On préconise bien évidemment de ne pas payer. Pourquoi? Parce que d'une part, vous n'avez aucune garantie de retrouver vos données. Vous allez pouvoir payer, mais vous n'avez aucune garantie que le hacker va vous redonner l'accès à vos données. Potentiellement, vous allez payer une première fois et le hacker va vous dire, je vous libère 30 de vos données, mais il va falloir payer encore pour avoir accès à 100 de vos données. Et ensuite, on aura un hacker avec peu d'éthique qui va potentiellement prendre le paiement et ne jamais vous libérer la donnée. On va également avoir des attaques de type phishing ou spam. Le phishing, ça va tout simplement être, voilà, vous allez recevoir une multitude de spam, par exemple, dans votre boîte aux lettres, avec un mail qui va ressembler fortement à un mail free, par exemple, un fournisseur d'accès Internet ou un mail de votre banque. Tout va être très très bien réalisé. Le logo va être très bien réalisé. Il va y avoir maintenant de moins en moins de fautes d'orthographe et de fautes de français dans les mails. Et on va jouer sur aussi l'aspect social. On va vous faire croire, par exemple, que vous avez un colis en attente. Aujourd'hui, de plus en plus, surtout du fait de la situation sanitaire, on fait de plus en plus appel à la livraison en ligne, commande en ligne. Et le but, c'est tout simplement de vous amener sur une page une page frauduleuse qui va vous demander l'accès, vos codes de carte bleue pour payer, par exemple, ou tout va être mis en place pour qu'en fait vous donniez de la donnée personnelle. Et bien évidemment, ensuite on aura, je vais expliquer l'attaque DDoS. L'attaque DDoS, en fait, c'est tout simplement une attaque DDoS, c'est tout simplement un hacker qui va essayer, avec un petit malware, d'infecter plusieurs milliers de machines dans le monde. Donc c'est un malware qui sur votre machine va vous prendre très peu de ressources, qui va pas avoir une activité malveillante, et qui, à un moment donné, le hacker va demander à toutes ces machines, peut-être 5000 machines, 50 000 machines dans le monde, de se réveiller et toutes de se connecter en même temps, par exemple sur un site. Et ça, c'est ce qu'on appelle une attaque DDoS. Le but, c'est de faire sauter en fait le serveur. Par exemple, s'il souhaite rendre inaccessible un site de vente en ligne, il va demander à 50 000 machines dans le monde potentiellement de se connecter en même temps sur le site de vente en ligne. Le serveur n'étant peut-être pas configuré pour avoir autant de connexions entrantes, il va sauter pendant un nombre de minutes ou d'heures consécutives. Et quand on sait le nombre aujourd'hui de ventes qui sont faites en ligne, aujourd'hui, hein, une société qui vend en ligne et qui retrouve son site inaccessible pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures, ça se chiffre en milliers d'euros. Donc vous avez le graphique à droite qui vous montre un petit peu la répartition de ces attaques. Donc on voit que c'est notamment le phishing, l'intrusion serveur, le spam et les virus, dont les ransomware, qui sont aujourd'hui les typologies de cyberattaques les plus communes. Alors, pourquoi ces attaques aujourd'hui réussissent-elles? Donc il y a bien évidemment
de multiples raisons, qui vont toutes nous amener au bout d'un moment justement au facteur humain. Donc on voit premièrement que aujourd'hui on a des systèmes et des applications qui ne sont pas à jour, dont les sites web. Vous avez très certainement, quand vous allumez votre PC le matin, quand vous arrivez au travail, des logiciels, des applicatifs qui vous demandent de faire des mises à jour. Et bien évidemment, on se dit, bah, on a toujours l'option mettre à jour plus tard. Et en général, c'est humain. Je vous rassure, on est très nombreux à le faire. On n'a pas le temps le matin quand on allume la machine. On a très certainement, on va checker les mails. On a d'autres choses à faire et on dit, je vais le faire plus tard dans la journée. Puis finalement, la journée se transforme en semaine, voire en plusieurs semaines. Et ce sont des mises à jour que l'on ne fait pas. On va également avoir une politique de gestion de mots de passe qui va être insuffisante. On va avoir des mots de passe aujourd'hui qui sont très simples, hein. Je vais pas dire qu'on utilise Toto 1, 2, 3, mais quand même pas loin. On va également avoir une limite entre l'usage euh, utilisateur, administrateur très limite. Il ne va pas y avoir de séparation. On va avoir un laxisme dans la gestion des droits d'accès et bien évidemment une absence de surveillance des systèmes d'information. C'est pour ça qu'il est important d'avoir aujourd'hui un professionnel, un prestataire qui va s'occuper pour vous de cette partie. Le but étant de vous focaliser à 100% sur votre cœur de métier et de laisser cette partie à, à un professionnel. On va également avoir peu d'anticipation sur les menaces, souvent pour des raisons financières, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. On va avoir bien évidemment moins de moyens qu'une multinationale aujourd'hui pour mettre plusieurs couches de protection. On va également avoir peu de temps à faire. On va se consacrer à notre cœur de métier. On va avoir un cloisonnement insuffisant des systèmes. Ça vient également avec le peu d'anticipation des menaces et on va avoir une absence de restriction, par exemple sur les périphériques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, le produit la solution avec laquelle vous équipe Agiris, la solution EZ avec laquelle vous équipe Agiris, vous permet d'avoir des restrictions de périphériques, c'est-à-dire par exemple de bloquer les ports USB. Vous pouvez très bien bloquer l'utilisation des ports USB pour vos collaborateurs pour éviter que une clé USB qui soit utilisée à la maison avec le dernier épisode de Game of Thrones vienne également être utilisée en interne. Et potentiellement, bah, cet épisode de Game of Thrones va potentiellement peut-être contenir un malware. Le but, c'est d'éviter d'infecter votre réseau avec des clés USB qui ne sont pas sécurisées. Évidemment et malheureusement, mais maintenant depuis plus d'un an, avec la crise sanitaire, on a le télétravail, hein, qui est de plus en plus utilisé et donc le nomadisme et le télétravail qui sont incontrôlés, c'est-à-dire que ben, on va avoir du mal à contrôler l'utilisation d'un outil professionnel à l'extérieur du réseau et c'est ce qui va pouvoir engendrer l'apparition bien évidemment de nouveaux risques et comme je disais tout à l'heure et vous l'aurez compris, hein, c'est également un des thèmes de la présentation aujourd'hui, une sensibilisation et une maturité insuffisante des utilisateurs. Aujourd'hui, on va y arriver avec la slide suivante, mais bien évidemment, le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est le facteur humain. Je vais reprendre une expression qui est le fait que le risque aujourd'hui, le principal risque se situe pardon, entre la chaise et l'écran. Bien évidemment, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, ça va être le facteur humain. En tant qu'humain, nous sommes enclins à faire des erreurs et bien évidemment, dans le domaine de la sécurité, une erreur mineure va pouvoir conduire à une violation majeure de données. Et on se rend compte aujourd'hui que 46% des piratages et des incidents, bah, tout simplement proviennent euh, d'une cybersécurité, d'une négligence sur la cybersécurité par un manque d'information des utilisateurs. Avant d'aller plus loin, effectivement, on parle de hacking, de cybercriminalité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les hackers vont jouer et vont tenter de jouer de plus en plus sur ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est-à-dire sur le risque humain. Et comme je le disais tout à l'heure dans le phishing, hein, c'est-à-dire qu'il y a de ça quelques années, c'était assez simple euh, de détecter un mail frauduleux. On se rendait compte qu'il y avait des beaucoup de fautes d'orthographe, qu'il y avait un français pas très correct, des fautes d'accord, des fautes de conjugaison. Aujourd'hui, les hackers ont compris que un mail mal formulé était tout de suite
pouvaient être tout de suite, en fait, détectés, hein, par un utilisateur lambda. Aujourd'hui, tout simplement, ils améliorent, hein, leur technique, hein, bien évidemment. On parle d'une mafia aujourd'hui, hein, quand on parle de cyber-hacking et de cybercriminalité, et ils vont de plus en plus, heu, ben, améliorer leur technique. Et il y a également un risque qui est à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, du fait de la crise sanitaire, il y a une démocratisation, pardon, du télétravail, et qui va générer un risque bien évidemment supplémentaire pour vos données. On va avoir des données aujourd'hui qui vont transiter en dehors, de la société. On va avoir des réseaux dangereux, donc c'est-à-dire une amélioration de cette cybermafia, et donc une hausse des cyberattaques qui vont, tous ces 3 facteurs réunis conduire à un risque élevé de fuite de données. Les cyberattaques qui sont destinées à dérober des informations, ne vont pas viser uniquement des données bancaires. Il y a d'autres données aujourd'hui qui veulent leur pesant d'or. On va avoir des données juridiques, bien évidemment des données, comptables. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes sensible, hein, bien évidemment à ces données comptables, et on va avoir également des données médicales. Donc on ne parle pas uniquement de données bancaires. Aujourd'hui, ce ne sont pas uniquement des numéros de carte bleue qui se revendent sur le dark web. Ce sont également des données juridiques, d'expertise comptable, des données médicales. Il faut savoir que 80% des entreprises qui ont perdu toutes leurs données sont ou font faillite dans l'année qui suit l'attaque. Et ces données vont tout simplement pouvoir se revendre, hein, sur le dark web. Un vol aujourd'hui de données confidentielles fait partie des cas récurrents de sinistres, et il faut savoir que c'est ce qui va permettre, aux hackers, en fait, de faire leur fonds de commerce. Et bien évidemment, parmi eux, beaucoup de cabinets d'experts comptables aujourd'hui heu, tout simplement sont la cible de cyberattaques, et on se rend compte qu'il y a de lourds dégâts, une perte de données aujourd'hui ultra confidentielle qui appartient, à vos clients. Heu c'est simplement des données qui vont être revendues aujourd'hui sur le marché noir pour plusieurs dizaines de dollars à l'unité. Alors, on parle de plusieurs dizaines de dollars à l'unité, mais je vous laisse faire le calcul quand on va parler de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de données, revendues sur le web. Ça va engendrer de très grosses ventes pour les hackers. Ça va engendrer également pour aujourd'hui une société qui est victime d'une cyberattaque, l'incapacité de respecter des délais, légaux et contractuels, et c'est ce qui constitue l'une des remarques les plus fréquentes, qui sont faites par nos clients qui sont victimes de cyberattaques. Effectivement, une cyberattaque qui vient crypter vos données. Le temps que vous remontiez potentiellement la sauvegarde, est-ce que vous avez perdu un jour d'activité? Est-ce que vous avez perdu une semaine d'activité? Tout simplement, ou un mois d'activité, c'est ce qui va, potentiellement pouvoir vous mettre en porte-à-faux, parce que ça va rallonger votre délai de livraison, et très souvent ces délais sont contractuels. On va également avoir une perte de productivité. Aujourd'hui, je prends l'exemple d'un cabinet qui serait victime d'un piratage informatique et qui ne disposerait pas d'outils, efficaces de sauvegarde et de redémarrage de son parc informatique. Ce cabinet, se verra, contraint à interrompre son activité pour justement, retrouver l'intégralité des données, remonter une sauvegarde, et c'est ce qui va générer, ça vient un petit peu avec le point précédent, mais une perte de productivité, et donc une perte de délai de livraison. Et bien évidemment, tout cela va engendrer une dégradation, ça peut engendrer une dégradation de la relation client et une perte de confiance. Aujourd'hui, nous sommes tous, hein, dans un environnement, et je pense que vous aussi, en tant que cabinet d'experts comptables, vous êtes dans un environnement très concurrentiel, et que pour, décrocher des nouvelles missions, un cabinet aujourd'hui qui est victime d'une cyberattaque, heu et au vu du bouche à oreille, aura du mal à survivre. D'autant que ses clients qui aujourd'hui confient, leurs données, hein, et leur expertise comptable à un cabinet, auront du mal à comprendre qu'un prestataire à qui ils ont acheté du conseil, à qui ils ont acheté une sécurité financière, et bien que ce prestataire ne soit pas armé contre ce type de fléau qui sont les cyberattaques. Ça peut aujourd'hui, bien évidemment, et on l'a vu, et c'est ce qui ressort, d'enquête, hein, bien évidemment dégrader la relation de confiance qu'il peut y avoir entre vous et vos clients.
Et enfin, pour terminer, sur un coût moyen, en général, on est sur 45 000, 50 000 euros. C'est ce qui résulte un petit peu de pertes aujourd'hui. C'est le coût médian pour une entreprise suite à une cyberattaque. Donc ça, c'est tout, tous les coûts mis bout à bout, ça représente en général 50 000 euros, que ce soit une rançon, une demande de rançon, une perte de productivité, des amendes sur le fait de délais qui ne seraient pas respectés. Tous ces coûts mis bout à bout, euh, en général, on va dire en moyenne, représentent un coût moyen d'une cyberattaque de 50 000 euros. Alors, on a souhaité en fait imager avec un exemple sur le risque humain, le facteur humain. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple de la pause de midi de Jean. Jean, un employé dans un cabinet d'expertise comptable, va décider de consulter sa boîte email personnelle durant la pause de midi. Donc jusque-là, rien de bien méchant, mais son attention va s'arrêter sur un courrier, c'est ce que je disais tout à l'heure, un courrier par exemple d'Amazon, dont l'objet lui indique qu'il doit rapidement aller récupérer son colis dans son point de relais habituel. Et en général, quand on dit qu'il doit rapidement récupérer son colis, l'email est construit de sorte à ce que, en général, sur cet email, on lui dise que s'il ne récupère pas rapidement son colis, le colis va repartir ou le colis potentiellement va être perdu. Donc intrigué, Jean qui, en cette période de crise sanitaire a l'habitude de commander sur Amazon ou d'autres sites de vente en ligne, se dit: «Ah peut-être que j'ai, effectivement passé une commande, je m'en souviens plus», et donc intrigué, il va ouvrir l'email et le lendemain, on se rend compte qu'un ransomware se propage sur l'ensemble des postes de l'entreprise. Et que bien évidemment, ce ransomware a une finalité, vous vous en doutez, les cybercriminels vont exiger que la société paye 1 000 € par poste bloqué, sur peine de ne plus jamais pouvoir récupérer ses données comptables. Donc le but de cet exemple, c'est tout simplement de dire que effectivement, il n'y a pas de risque zéro. Aujourd'hui, les hackers jouent de plus en plus sur ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, et qu'aujourd'hui un salarié qui va souhaiter consulter sa boîte mail personnelle peut très bien infecter le réseau de l'entreprise en ayant ouvert un mail perso. Je vais également citer un autre exemple qui est l'exemple de la clé USB perdue à l'aéroport de Londres. C'est un exemple réel. C'est un chômeur qui a trouvé une clé USB dans la rue et qui contenait des informations sur l'aéroport de Londres. Et ces données n'étaient pas cryptées et elles indiquaient notamment tous les emplacements des caméras de surveillance, les issues de secours, les temps d'intervention également des patrouilles de police. Il y avait même l'itinéraire de la reine Elisabeth II qui menait à l'aéroport, ainsi que les mesures de protection de celle-ci et d'autres mesures de protection d'autres politiciens, on va dire, qui se trouvaient sur la clé. Donc, vous avez peut-être l'impression que cet exemple est digne d'un film américain sur la perte de données, mais non, non, c'est bien réel. Et en fait, cet homme qui a trouvé la clé USB a tout simplement remis la clé au journal, le Sunday Mirror. Alors, on parle d'homme qui a remis la clé, il a très certainement revendu la clé à un journaliste. Et en fait, le journal, le Sunday Mirror, a transmis à la direction de l'aéroport, et à la suite de quoi il y a eu toutes les mesures de l'aéroport qui ont été revues. Les analyses ont indiqué qu'un formateur, en fait, tout simplement, de sécurité, avait compilé toutes ces données sur une clé et qu'il avait perdu cette clé en se rendant au travail. Et, et bien évidemment, cette négligence a coûté cher au gestionnaire de l'aéroport qui s'occupait de la sécurité, parce que l'aéroport a dû s'acquitter d'une amende de 120 000 livres. Donc cet exemple, c'est tout simplement euh, pour, euh, pour confirmer les dires, on va dire, qu'on a eu juste avant, de dire que ça peut arriver à tout le monde et qu'aujourd'hui, le risque humain est bien réel, que ce soit en ouvrant un email au travail ou bien en travaillant à la sécurité de l'aéroport de Londres et en ayant toutes ces données dans sa clé USB et de les perdre dans la rue ou dans un taxi. Le risque humain est bien réel et c'est bien un risque aujourd'hui à prendre en compte. Alors, on attaque la deuxième partie, qui sont les bonnes pratiques de cybersécurité à connaître, à démocratiser au sein de votre structure.
Donc la première, c'est de veiller à la cybersécurité de son entreprise, hein, vous l'aurez compris, en adoptant une bonne cyberhygiène. Et Guillaume le disait tout à l'heure, vous aurez accès à un guide des bonnes pratiques à la suite de de ce web séminaire. Alors bien évidemment, on va parler d'abord de mots de passe et on va inciter vos collaborateurs à utiliser un mot de passe long, complexe, impossible à deviner. Et je le disais tout à l'heure, mais bien évidemment, le but, c'est d'éviter le toto 1, 2, 3, 4, une date de naissance ou le nom de sa ville avec le code postal, par exemple. On va essayer de tout simplement avoir des mots de passe longs et complexes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les hackers ont, ont des logiciels qui permettent de faire ce qu'on va l'attaque de masse, de ce qu'on appelle de faire de- d'avoir des logiciels qui vont tester des suites de lettres et de mots de passe et de chiffres, pardon, et qui vont à un moment donné tomber sur le bon mot de passe. Non, aujourd'hui, on préconise d'utiliser des minuscules, des majuscules, des caractères spéciaux, également des chiffres, et d'éviter d'avoir des mots qui veuillent dire quelque chose comme chien, chat ou un nom de ville, tout simplement pour éviter que des logiciels puissent venir casser ce mot de passe facilement. Également sur la sécurité des réseaux sociaux, on va préconiser de vérifier les paramètres de confidentialité et de maîtriser les publications et d'éviter d'utiliser des mots de passe qui soient à la fois dans le cadre pro et également dans le cadre perso. Éviter d'utiliser le même mot de passe pour Facebook, Instagram que pour accéder au réseau de son entreprise. Également, en termes de sauvegarde, de vérifier vos sauvegardes et de tester vos sauvegardes. Pourquoi alors nous ne sommes pas fournisseurs de EZ n'est pas aujourd'hui un fournisseur de sauvegarde, un éditeur de sauvegarde. Cependant, dans le thème du web séminaire aujourd'hui, on se doit de mettre en garde les utilisateurs. Aujourd'hui, une sauvegarde qui n'est pas testée, eh bien, elle ne servira pas à grand chose. C'est-à-dire qu'une sauvegarde aujourd'hui qui est cryptée, une sauvegarde qui contient un malware, si demain vous vous faites euh, prendre en otage et qu'on vient bloquer vos données et que vous souhaitez remonter la sauvegarde de la veille, si cette sauvegarde est également n'est pas saine, elle ne va pas servir à grand chose. Donc le but, avoir une sauvegarde, c'est très bien, mais tester votre sauvegarde pour être sûr qu'elle est saine, c'est beaucoup mieux. Comme je disais, si vous souhaitez utiliser votre sauvegarde d'il y a 24 ou 48 heures, très bien, vous n'allez perdre que 24 ou 48 heures d'activité dans le cadre d'une attaque de, de- à- d'une demande de rançon, d'une demande d'une attaque de cryptage de données. Par contre, si votre sauvegarde, vous ne la testez jamais, vous ne la vérifiez pas et qu'elle n'est pas saine, elle ne vous servira pas à grand chose. Également, je le disais tout à l'heure, les mises à jour. Pensez à mettre régulièrement à jour vos appareils. Tout à l'heure, je disais que quand on arrive le matin et qu'on allume son PC, qu'on voit qu'il y a des applicatifs qui nous demandent de mettre à jour de faire des mises à jour et qu'on ne le fait pas, s'il y a une demande de mise à jour, dites-vous bien, c'est parce que l'éditeur en question s'est rendu compte que sa solution avait une faille à un moment ou un autre, qu'il y avait une nouvelle menace qui était apparue et donc cet éditeur se devait d'apporter un correctif. Donc dites-vous bien que s'il y a une demande de mise à jour, c'est très certainement une demande de mise à jour de sécurité de l'applicatif en question. Également la sécurité des appareils mobiles. Je fais une petite aparté sur l'utilisation des smartphones. Aujourd'hui, je pense que vous n'allez pas contredire ces dires, mais le smartphone aujourd'hui se démocratise de plus en plus et vous faites de plus en plus les mêmes actions avec votre smartphone qu'avec votre PC. C'est tout simplement l'extension de votre bureau. Aujourd'hui, vous allez consulter vos mails avec votre smartphone, vous allez potentiellement également accéder à vos réseaux sociaux, vous allez également potentiellement accéder à des outils professionnels, votre messagerie professionnelle, peut-être un serveur à distance, un cloud professionnel, vous allez peut-être y accéder avec votre smartphone. Donc, ça représente une nouvelle porte d'entrée pour des hackers et donc ça représente une nouvelle menace. Évitez les Wi-Fi publics, vous avez en général votre 4G, votre 5G maintenant. Privilégiez des Wi-Fi sécurisés et mettez bien évidemment également en place des codes d'accès sur votre smartphone. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais terminer sur cette partie en reprécisant de bien différencier l'usage pro et perso. Utilisez des mots de passe différents pour vos services professionnels et personnels.
Pourquoi? Parce que si jamais, je vais prendre l'exemple, un hacker venait à, avoir votre mot de passe pour vos usages perso et dans son enquête, dans l'utilisation de l'ingénierie sociale, il va peut-être se dire: «Bah, tiens, je sais que cette personne, travaille à tel endroit, je sais que son mot de passe Facebook c'est, 1 2 3 4 et ben je vais utiliser ce même mot de passe, sur le réseau de son entreprise pour voir si éventuellement je ne peux pas accéder au réseau de son entreprise». Donc tout ça pour terminer, en termes de cyberhygiène, pensez bien à différencier vos usages pro et perso. Comprendre les risques et réagir, comment réagir lorsqu'on se rend compte qu'on est victime d'une tentative de cyberattaque. Alors concernant le phishing, vous allez recevoir un message ou un appel inattendu vous alarmant d'une organisation connue et d'apparence officielle qui vous demande des informations personnelles ou bancaires. Vous êtes bien évidemment peut-être victime d'une attaque par hameçonnage. Et quelles sont les réactions à avoir? Bah, d'une part, bien évidemment, ne jamais communiquer d'informations sensibles suite à un message ou un appel téléphonique. On va vous demander votre numéro de carte bleue au téléphone. Je pense que bien évidemment, vous allez vous dire que vous êtes potentiellement en train de vous faire cyber-hacker. Au moindre doute, euh, il est préférable de contacter directement l'organisme concerné pour confirmer. Vous avez un appel entrant ou votre banque vous demande des données confidentielles. Il faut savoir que ce genre de données, hein, votre banque doit également certainement vous communiquer ce genre d'informations par mail et ils doivent vous le confirmer qu'ils ne vous demanderont jamais des données confidentielles par téléphone. Dans le doute, raccrochez, appelez votre banque, appelez votre agence par exemple pour confirmer ces dires. Et bien évidemment, si vous vous rendez compte que vous êtes en train d'être victime d'une cyberattaque, changez immédiatement vos mots de passe, que ce soit des mots de passe professionnels ou vos mots de passe personnels. Changez vos mots de passe, adoptez ça va vous prendre une dizaine de minutes peut-être de changer euh, vos mots de passe sur différents sites, mais faites-le. C'est ce qui va vous permettre tout simplement de renforcer la sécurité. Une attaque de type ransomware, donc les rançongiciels, les malwares qui demandent une rançon, vous ne pouvez plus accéder à vos fichiers et on vous demande une rançon. Bien évidemment, vous êtes certainement victime d'une attaque par rançongiciel. Donc débranchez tout de suite la machine d'internet et du réseau local. Si vous êtes au sein de votre entreprise et que vous avez un pop-up qui vous dit votre machine est chiffrée, veuillez payer 1500 € pour accéder à la donnée, débranchez tout de suite le câble Ethernet de votre machine, débranchez votre machine du câble du réseau de l'entreprise. Ne payez surtout pas la rançon et bien évidemment déposez plainte et faites-vous assister par des professionnels pour identifier et corriger l'origine de l'infection. Bien évidemment, la dernière préconisation sera de restaurer les données si vous avez une sauvegarde. Et enfin, l'arnaque au faux support technique, ça vient un petit peu avec l'hameçonnage, le phishing, le tout premier exemple. L'arnaque au faux support technique, c'est quelque chose de réel. Votre ordinateur est bloqué, on vous demande de rappeler un support technique. Vous êtes très certainement victime d'une arnaque au faux support technique. Conservez toutes les preuves, faites des screenshots, des captures d'écran, redémarrez votre appareil, purgez le cache, supprimez les coquilles, réinitialisez les paramètres de votre navigateur et lancez une analyse antivirus ou faites appel à votre prestataire pour le faire. Désinstallez tout nouveau programme suspect si on vous a demandé en ligne par téléphone d'aller sur tel site pour télécharger un nouveau tel logiciel. Bien évidemment, désinstaller tous les nouveaux programmes que vous auriez pu installer et bien évidemment, une nouvelle fois, changer tous vos mots de passe. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a une arnaque qui s'appelle l'arnaque canadienne. Pourquoi canadienne? Parce que ce sont des personnes qui parlent français et qui vous appelaient, qui vous disaient tout simplement, bah, vous êtes bloqué, ils vous bloquaient hein, l'accès à votre PC et ils vous demandaient vos numéros de carte bleue pour tout simplement vous accompagner en tant que faux support technique et vous demander votre numéro de carte bleue pour justement faire une prestation. Donc ça, par exemple, on vous demandait 200 € pour retrouver l'accès à votre PC. Et étant donné que les interlocuteurs parlaient français, euh, vous pouviez ne pas tout de suite détecter que vous étiez en train de vous faire arnaquer.
différentes missions. Je vois qu'il est 10h40 et on a bientôt terminé. Je pense qu'en 10 minutes, on aura terminé l'intégralité. Donc, bien évidemment, 3 missions majeures. La première, ça va être de prévenir la menace en anticipant les modes d'attaque par l'expertise scientifique. Donc ça, c'est grâce à votre prestataire et à l'utilisation euh, de, de, de logiciels experts comme les logiciels EZ. On va également avoir la mission qui va être de se défendre les systèmes d'information en détectant des failles et incidents, en réagissant au plus tôt en cas de cyberattaque et en apportant bien évidemment son assistance technique et son expertise. Et la dernière mission qu'on va avoir en tant qu'éditeur, ça va être d'informer les différents publics en sensibilisant sur la nécessité d'avoir une protection des environnements numériques et bien évidemment en promouvant les bonnes pratiques de cybersécurité avec par exemple euh, des cyber-webinaires comme nous le faisons aujourd'hui, et également en vous accompagnant à l'aide de supports comme le support des bonnes pratiques euh, qu'on- que, que Agiris va vous communiquer par la suite. Voilà nos 3 missions aujourd'hui qui va être de prévenir, défendre et informer nos utilisateurs sur ces menaces. Alors la troisième partie du webinaire, c'est comment aujourd'hui Agiris et EZ peuvent vous accompagner dans votre cybersécurité. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, le monde est en constante évolution. Les menaces qui existaient il y a 10 ans, les virus qui existaient aujourd'hui il y a 10 ans, il y a 15 ans, ne sont plus les mêmes menaces qu'il y a aujourd'hui. Elles évoluent et on se doit du coup, pour accompagner et justement répondre à ces nouvelles menaces, de faire évoluer également les technologies. Et on va passer à la slide suivante. Il faut savoir que EZ, comme je le disais, est aujourd'hui une société 100% en fonds propres qui est maître de sa technologie. Et donc, vous le voyez que depuis les années 95, on fait évoluer notre technologie pour être le plus réactif possible face à l'apparition des nouvelles menaces. Le but, c'est bien évidemment de faire évoluer les technologies par rapport à l'évolution des nouvelles menaces. Et on va avoir du sandboxing déjà dans les produits. Déjà depuis les années 95, on va avoir du sandboxing, mais également on a développé de l'intelligence artificielle, de l'analyse en temps réel, de l'analyse en ADN, du scan UEFI. L'UEFI, c'est l'évolution du BIOS, c'est au démarrage de la machine. Et on va avoir différentes technologies qui vont s'enclencher à différents moments de l'apparition de la menace. Et c'est la slide suivante. Comme vous le voyez, c'est ce qu'on appelle également la technologie multicouche EZ. C'est ce qui permet d'une part d'avoir un produit très léger qui ne va pas demander beaucoup de ressources sur vos machines. Pourquoi? Parce que au lieu d'avoir un noyau dur qui s'active à chaque analyse, on va avoir plutôt un noyau découpé en différentes technologies qui vont venir s'enclencher à différents moments de l'apparition de la menace. Le but, ça va être de gagner également en légèreté produit. Et donc, on aime apparenter notre technologie à ce que vous voyez à l'écran. On va avoir plusieurs couches de protection, plusieurs technologies qui vont s'enclencher avant l'exécution. Alors, je vais juste revenir en arrière, Guillaume, s'il te plaît, sur la première slide pour imager. Voilà. Vous allez avoir en couche, en pré-exécution, bien évidemment, un détecteur de fumée, un détecteur de mouvement, une caméra de surveillance, une clôture qui vont venir être une première couche de protection sur votre maison. Ensuite, si cette première couche de protection est passée, vous allez avoir une alarme incendie, un chien de garde, un système de sécurité, une clé qui vont venir renforcer une nouvelle fois la sécurité. Et enfin, d'autres couches de protection qui vont être bien évidemment l'extincteur automatique ou le coffre-fort pour protéger la maison ou protéger l'accès à vos biens personnels. Et bien la technologie EZ, c'est un peu la même chose. Et on va passer à la slide suivante, c'est que vous allez avoir différentes technologies. Je ne vais pas, bien évidemment pas toutes vous les détailler, mais comme vous le voyez, vous avez des technologies qui vont venir s'enclencher pré-exécution de la menace. Vous allez avoir d'autres technologies qui vont venir s'enclencher pendant l'exécution de la menace. Et vous allez avoir des technologies qui sont post-exécution, comme le live grid, qui vont venir s'enclencher après l'exécution de la menace. Le but, c'est d'être le plus réactif possible. Le live grid, petit aparté, c'est ce que vous voyez en haut à droite. Le live grid, moi, j'aime l'apparenter peut-être au Coyote ou au Waze que vous utilisez peut-être sur la route. C'est tout simplement un partage d'informations en temps réel. Le but, c'est d'être une nouvelle fois le plus réactif possible. Si un utilisateur dans le monde détecte une nouvelle menace, il va pouvoir la communiquer à l'ensemble des utilisateurs. Et c'est un peu comme le Waze ou le Coyote. Si un utilisateur aujourd'hui voit un radar, il va le communiquer pour que tous les autres utilisateurs de l'application
ne soit pas justement ne se fasse pas attraper au radar. Le produit que vous utilisez aujourd'hui et que Agiris vous propose, vous installe et vous manage, va vous offrir une couche de protection multicouche. Donc comme vous le voyez, hein, toute la technologie que vous avez vue en amont est bien présente dans les produits que vous utilisez aujourd'hui. Vous allez bien évidemment avoir un faible impact système. Il faut savoir que EZ est réputé depuis de très nombreuses années pour être un produit léger et également en ayant une administration simplifiée et intuitive. Alors votre produit est managé dans le cadre de l'offre Agiris, mais vous le verrez également si vous rentrez dans le produit que c'est très simple et intuitif pour paramétrer le produit. Le produit qui est proposé aujourd'hui dans l'offre Agiris va vous permettre de protéger à la fois tous les postes de travail, les serveurs de fichiers et bien évidemment les smartphones et tablettes Android. Et pour terminer sur la partie produit, je ne vais pas tout détailler, mais si vous avez à l'écran la visibilité, voilà, vous avez l'intégralité des couches de protection disponibles. Alors vous voyez que sur les postes de travail, on va avoir de l'antivirus, de l'anti-spyware, un bouclier anti-ransomware. On va également avoir de l'anti-phishing, la protection contre les attaques réseau, de l'anti-spam, de l'horodatage. L'horodatage très important, c'est-à-dire ce qui va vous permettre de gérer la navigation web. Vous allez pouvoir bloquer, si vous le souhaitez, par exemple, l'accès à des sites de vente d'armes, bien évidemment, des sites à caractère interdit, on va dire, mais également des sites réseaux sociaux. Si vous souhaitez interdire l'accès à ces sites au sein de votre organisation, vous pouvez le faire et vous pouvez également mettre en place de l'horodatage. Typiquement, vous pourriez très bien dire, OK, j'autorise mes collaborateurs à aller naviguer sur ces sites entre midi et 2, par exemple. Vous pouvez très bien mettre en place cette politique. Au niveau des serveurs, vous allez bien évidemment avoir le bouclier, enfin l'intégralité de la technologie EZ, hein, le bouclier anti-ransomware, la protection anti-botnet. Et ce qui est intéressant, c'est que sur tous les OS Android, smartphone et tablette, vous allez avoir un contrôle des applications, de l'antivol, de l'anti-hameçonnage, de l'antivirus. Vous allez réellement avoir un moteur antivirus sur vos smartphones et tablettes. Je parle d'Android. Sur iPhone, ça sera uniquement du gestionnaire de flotte mobile, mais vous n'aurez pas un moteur antivirus tout simplement parce qu'aujourd'hui, Apple n'ouvre pas le noyau iPhone. Je parle bien d'iPhone, hein, pas de MacBook, hein, mais de bien iPhone. Apple aujourd'hui n'ouvre pas le noyau iOS à l'implémentation d'un antivirus. Je pense avoir fait le tour. Je relaisse la main à Guillaume pour la fin de la présentation. Merci Jérémy. Donc, comme tu le disais juste à très juste titre, hein, les solutions i7 sont bien sûr installées dans les solutions IT d'Agiris. Hein. Donc, on retrouve i7 sur SaaS 360 qui l'offre en mode cloud privé d'hébergement et infogérance d'Agiris, et aussi la solution on-premise qui est serveur Pro Control. Hein. Donc, ce sont les serveurs chez nos clients qui sont infogérés. Et donc, dans ce cadre-là, que ça soit en mode SaaS ou en mode serveur, Agiris assure l'infogérance complète des solutions. Hein. Donc, bien sûr, ça passe par le management de l'antivirus i7, mais aussi de la surveillance de la sauvegarde, de la mise à jour des logiciels. On est vraiment là pour vous faire une solution qui est complète autour de votre IT pour pouvoir vous apporter de la sécurité, puisque, comme l'a dit assez justement Jérémy, hein, et je pense que vous l'avez bien compris, c'est que l'informatique, c'est un empilement de menaces, et donc du coup, pour y répondre, c'est un empilement de mesures, et donc c'est bien là où Agiris va pouvoir prendre le relais en assurant à la fois l'antivirus, la sauvegarde, les mises à jour pour vous, pour être certain que vos données soient sécurisées et que vous soyez serein dans l'exploitation de votre informatique. L'objectif étant bien sûr que vous soyez au top de votre productivité. On est pile dans les temps, on s'était dit 50 minutes de présentation. Je vous propose de passer aux questions. Alors, je vais afficher les questions de mon côté et on va y répondre dans les 10 minutes qu'il nous reste. Alors, donc oui, il y aura bien un replay, hein, ça sera envoyé par email par la suite.
Nous sommes hébergés par Agiris, nous avons besoin d'17. C'est bien, si vous êtes hébergé par Agiris, donc j'imagine dans la solution SaaS 360, vous profitez de i7 antivirus, hein, donc votre solution SaaS est bien sûr protégée. J'ai une autre question pour toi, Jérémy. Le ransomware dormant peuvent se réveiller 3 mois ou plus après sur une ancienne sauvegarde, puis se déclencher. Comment vérifier qu'une sauvegarde est saine de ransomware? i7 le garantit. Alors, comment vérifier qu'une sauvegarde est saine? Bah, tout simplement en lançant des analyses, hein, sur la sauvegarde, des analyses potentielles avec le moteur EZ, bien évidemment. Ensuite, il faut savoir qu'aujourd'hui, si on parle de garantie aujourd'hui, il n'y aura bien évidemment, et je pense que vous en doutez, aucun éditeur de cybersécurité qui va vous signer noir sur blanc qu'avec tel produit, vous n'avez zéro risque de cybersécurité. Aujourd'hui, c'est que le risque zéro n'existe pas et raison de plus en cybersécurité. Donc, il n'y a pas de garantie. Par contre, bien évidemment, vous avez accès à des experts en cybersécurité qui peuvent vous accompagner dans vos différentes études. Et puis en complément de ce que dit Jérémy, hein, c'est sûr que aujourd'hui Agiris dans ses solutions ne garantit pas non plus de pouvoir se prémunir des ransomware. Néanmoins, on va avoir une superposition de solutions qui font que par exemple au niveau de la sauvegarde, c'est qu'elle elle est testée régulièrement pour être sûr de ne pas avoir ce genre de problème. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Et c'est bien pour ça qu'il faut être très vigilant sur le système de sauvegarde. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, je les parcours au fur et à mesure. Une question par rapport au mot de passe, Jérémy, tu dis mot de passe long et complexe. Donc, effectivement, c'est important, mais quel conseil tu donnes pour les stocker et les utiliser sans que les écrans des collaborateurs se retrouvent scotchés de post-it? Alors effectivement, l'image du post-it me parle parce qu'on on a des présentations où effectivement on a des captures d'écran, on a une capture d'écran d'un reportage sur M6 il y a maintenant quelques années où il me semble que c'était dans le centre Météo France et effectivement il y avait un reportage sur Météo France et on voyait les employés de Météo France et dont un qui avait des post-it sur l'écran et ça passait à la télé donc en termes de cybersécurité, c'était un peu limite. Le conseil que j'aurais à donner, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, on a, et il y a des outils, enfin, je dis on a, mais il y a des outils qui sont gestionnaires de mots de passe et qui peuvent justement vous stocker vos mots de passe de manière sécurisée. Donc, aujourd'hui, on n'a pas dans la solution qu'on vous propose un gestionnaire de mots de passe à proprement parler. Le conseil que j'ai, c'est, comme je l'ai dit, hein, de ne pas marquer le nom de ses enfants avec une date de naissance, d'une part, parce que en termes d'ingénierie sociale, bah, si le hacker veut vraiment mettre le doigt hein, sur votre entreprise et essayer d'infecter le réseau, il va passer par justement le facteur humain. Donc, s'il met déjà la main sur le Facebook euh, d'un salarié qui connaît le prénom des enfants, il va aller tester, par exemple, ce genre de mot de passe. Alors, et quand je dis renforcer les mots de passe et d'avoir une suite de chiffres, de lettres qui ne veulent pas forcément dire quoi que ce soit, c'est également parce qu'il y a des logiciels aujourd'hui qui vous permettent de tester les mots du dictionnaire, chien, chat et autre chose avec des suites de nombres derrière. Et en quelques heures, ils peuvent potentiellement tomber sur le bon mot de passe. Donc le but aujourd'hui, c'est d'avoir quelque chose qui n'est pas du tout, qui n'a aucune logique en fait dans le mot de passe. Et est-ce que tu as un gestionnaire de mot de passe à conseiller? Alors en termes d'éthique, aujourd'hui non. Après on pourrait en discuter nous, Guillaume et également, voir ce que vous pouvez, heu, proposer. Il y a différents éditeurs aujourd'hui sur le marché. Je ne les maîtrisant pas, je peux pas vous en préconiser un plus que l'autre, on va dire. Je comprends. Une question plus au niveau de 17, comment on utilise la sandbox? Alors, le sandboxing, ça sera, je pense dans le cadre des prestations,
dans le cadre des prestations Agiris avec l'infogérance des parcs. Mais aujourd'hui, il y a une analyse, donc c'est-à-dire que si vous ouvrez, alors, je ne vais pas faire le guide technique, hein, vous avez, si vous le souhaitez, la Bible help.ez.com, qui est tout simplement le KB technique des solutions. Mais aujourd'hui, quand vous lancez une analyse, en fait, le sandboxing, ça va être une technologie qui va s'enclencher. Mais vous avez dans votre moteur antivirus la possibilité de faire un drag and drop, un cliquer glisser d'un fichier et de le mettre dans votre outil EZ pour l'analyser. Et donc, en fait, la technologie de sandboxing, c'est une technologie parmi tant d'autres qui va s'enclencher pour analyser le fichier de différentes manières. Il y a une personne qui nous demande si on réalise des formations sur le sujet. Alors, c'est pas le cas. Agiris ne réalise pas de formation à destination des salariés ou du personnel d'un cabinet comptable. Néanmoins, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on va vous diffuser une fiche pratique qui est vraiment intéressante de communiquer auprès de vos collaborateurs, et vous pouvez aussi très bien leur diffuser ce webinaire. Alors, il nous reste 1 ou 2 minutes si vous souhaitez encore poser des questions. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Eh bien, je vous propose de conclure ici. En tout cas, vous avez été très nombreux à nous suivre, hein. Je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Comme je le disais à l'instant, on va vous faire suivre le lien avec le replay de cette présentation. Nous enverrons également une fiche de bonne pratique que je vous invite vraiment à diffuser auprès de vos collaborateurs. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer un email, hein, pour qu'on puisse revenir vers vous. Et puis, bien sûr, on est disponible Agiris et i7 à travers nos solutions IT, comme je le disais tout à l'heure. Encore merci, je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir et merci Merci à Jérémy. tous. Merci à toi, Guillaume. Merci à tous de votre participation. À bientôt.